sanctuaire. Il s'agit d'un acronyme qui décline les stratégies utiles pour optimiser notre système immunitaire. À chaque lettre, un spécialiste se fera un plaisir de venir partager avec nous des informations et des astuces pour optimiser notre santé. Alors, relevez le défi, mettez vos chaussures de sport et entrez avec moi dans cet espace protégé, le sanctuaire. Bienvenue à cet épisode de la série Projet Sanctuaire. Je m'appelle Fanny Saint-Germain et aujourd'hui je reçois Patricia Sablier. Bonjour Patricia. Bonjour Fanny, bonjour à tous les auditeurs qui sont avec nous aujourd'hui. Qui est enseignante et passionnée de l'environnement. Aujourd'hui, nous allons aborder le C de cadre de vie. J'avais une collègue qui aimait à dire lorsque les choses étaient un peu stressantes, je suis pressée de pouvoir me mettre au vert. Se mettre au vert, ça donne envie. Mais Patricia, qu'est-ce que le cadre de vie ? Alors le cadre de vie, c'est un ensemble. C'est l'environnement naturel, mais c'est aussi le bâti d'un milieu. Quel milieu ? Eh bien, c'est celui dans lequel nous évoluons, c'est-à-dire à la maison, au travail, à l'extérieur. Alors, pour l'extérieur, quand on parle de cadre de vie, on va parler de l'air qui nous entoure, on va parler également du sol sur lequel nous marchons, on va parler également de l'environnement, on va dire des arbres autour de nous, et puis de l'eau des rivières, des mers et des océans. Si maintenant on parle du cadre de vie qui va toucher les bâtis, donc là il s'agit maintenant de nos habitations, où il s'agit également des bureaux dans lesquels nous travaillons, de toutes, on va dire, les atmosphères fermées dans des bâtiments. Ok. Comment le cadre de vie se dégrade-t-il ? Alors, la réponse est très simple. Je pourrais dire 3 mots, mais je vais en dire un petit peu plus. Par l'activité humaine. Ce sont les hommes qui dégradent le cadre de vie. Alors, comment voyons-nous cette dégradation ? Nous la voyons d'abord par la pollution de l'air, nous la voyons également par la pollution de l'eau, par la pollution des sols, par les nuisances sonores que nous avons autour de nous quand nous évoluons, et surtout aussi à cause de la destruction de la biodiversité. Alors, je veux dire juste quelques petits mots de la biodiversité parce que ce sont quand même des chiffres alarmants que je vais vous donner. La biodiversité, c'est l'ensemble de toutes les espèces animales et végétales, ainsi que des écosystèmes qui évoluent sur la Terre. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que par exemple, entre la moitié du XXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire en 2021, en Europe, 80% des insectes volants ont disparu. Voilà comment on voit la dégradation de la biodiversité. Ok, et quelles sont les répercussions de cette dégradation sur l'être humain ? Alors il y en a plusieurs, je vais vous en donner 5. La première perturbation qui va gêner l'homme, c'est sa croissance. Et on voit ça en particulier au niveau des enfants et des gens qui ont un certain état de fragilité. Deuxièmement, c'est l'augmentation des maladies respiratoires et des maladies cardiaques. C'est également la baisse de la qualité de vie. Il y a des pays en particulier où la qualité de vie est extrêmement mauvaise. Pourquoi ? À cause justement de la dégradation du cadre de vie. 4e élément, c'est l'augmentation du stress et des allergies qui sont souvent corrélées. Et 5e, c'est aussi, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, la baisse de l'immunité. Ok. Et quels sont donc les éléments du cadre de vie qui fortifient notre système immunitaire ? Alors, je vais vous en donner plusieurs. Je vais vous en donner 4. 2 que je vais développer et puis 2 autres dont on va parler rapidement. Pour moi, le premier élément essentiel et nécessaire pour avoir un bon cadre de vie, c'est la présence du soleil.
C'est le soleil donc qui va rythmer également les saisons. C'est également le soleil qui est essentiel dans l'action de la synthèse de la vitamine D pour tous les êtres humains. En effet, notre organisme n'est pas capable de produire tout seul cette vitamine. Il y a la vitamine D2, il y a la vitamine D3 dont nous avons nécessairement besoin, mais nous ne pouvons pas la fabriquer seuls. Qu'est-ce que ça induit? Eh bien, ça induit qu'on a besoin du soleil pour justement produire cette vitamine D3. Comment ça va se passer? Eh bien, dans les couches de la peau, il y a le précurseur de la vitamine D qui est appelé la pré- ou la provitamine D. Et cette provitamine D va se transformer en vitamine D justement sous l'action des rayons du soleil. Et particulièrement, notre corps va se servir des ultraviolets B. Donc cette vitamine D va rentrer dans le corps, va rentrer dans les petits vaisseaux qui sont sous la peau, et cette vitamine D va être transportée jusque dans le foie et dans les reins. Alors vous allez me dire pourquoi dans le foie et dans les reins? Parce que le foie et les reins sont les deux organes qui sont en quelque sorte les deux usines d'épuration de notre corps. Et pour que ces usines d'épuration fonctionnent, il faut qu'il y ait de la vitamine D. Alors quelquefois, nous avons trop de vitamine D, nous en produisons trop, alors le corps a un moyen pour la stocker. Cette vitamine D qui est trop grosse, trop grande, en trop grande quantité, eh bien, le corps va la stocker dans les muscles et dans la graisse. Et quand à un moment donné, notre vitamine D va baisser, eh bien, le corps saura où aller la chercher. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que il existe des compléments alimentaires, ou même quelquefois dans la nourriture, on peut trouver de la vitamine D. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la vitamine D qui va être la plus absorbable et absorbée par le corps, c'est la vitamine D qui est synthétisée par le soleil. Donc c'est vraiment extrêmement important. Donc ça veut dire qu'on a besoin de s'exposer au soleil. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas forcément... il y a quelques années, quelque chose qu'on faisait, au contraire. Maintenant, on se protège du soleil, on met des parapluies quand on doit rester longtemps sous le soleil, on met des parapluies, etc. Mais il faut avoir une exposition au soleil. Alors, combien de temps? Minimum 10 à 15 minutes. Et au niveau du corps, c'est surtout les avant-bras, les mains et le visage qui doivent être en exposition. Ces éléments du corps vont apporter une synthèse optimale de la vitamine D. Alors là aussi, il faut choisir le moment où on s'expose. On ne va pas y aller en plein midi. Donc il faut y aller le matin, en début de matinée, ou éventuellement le soir, voilà, l'après-midi, en fin d'après-midi, avant que le soleil ne se couche. Alors ce qui est intéressant également à savoir, c'est que toutes les peaux ne sont pas égales dans l'absorption des rayons du soleil pour la synthétisation de la vitamine D. Les peaux noires, les peaux foncées, on va dire, ont plus de mal parce que la pigmentation, justement, va ralentir la fabrication. Donc ça veut dire que les peaux foncées, les peaux noires ont besoin d'un petit peu plus d'exposition pour vraiment synthétiser la vitamine D. Alors, il y a d'autres bienfaits encore du soleil. Je les cite rapidement. Le soleil nous aide aussi à fixer le calcium et le phosphore, et on en a besoin particulièrement pour l'ossification et la minéralisation de notre squelette. Donc il est important aussi d'avoir du soleil pour ça. Ça permet également une bonne croissance et une bonne résistance des os et des dents. Autre élément, il renforce le système. Le soleil permet de renforcer le système immunitaire avec le maintien d'un système neuromusculaire normal. Et on dit souvent, pour les personnes âgées en particulier, qu'il faut s'exposer au soleil pour faire la prévention des fractures et de l'ostéoporose. Tout à fait. Le soleil aussi a une fonction sur notre mental.
sur notre équilibre mental. Ah, c'est vrai. C'est vrai, hein, pour ceux qui ont vécu en métropole et qui ont passé, par exemple, par ces périodes de froid où pendant très longtemps il n'y a pas eu de soleil, eh bien, on est quelquefois un peu déprimé. Le soleil va permettre la production d'endorphines. Et les endorphines, c'est l'hormone du bien-être. Donc, avec le soleil, on a l'impression qu'on peut faire plus de choses. On est requinqué. Voilà, on est requinqué. Voilà. La vitamine D sert aussi pour le traitement de certaines maladies de la peau, comme le vitiligo, le psoriasis, ou également pour l'acné. Hein, ça permet de sécher un petit peu ces boutons. Et puis, ça donne quelquefois un effet bonne mine, surtout pour les peaux blanches. Hein, on a la peau un petit peu tannée, et il y a beaucoup de gens qui recherchent cet effet bonne mine. Alors, quelques limites quand même. Attention au vieillissement cutané. Vous voyez quelquefois des gens qui se sont trop exposés au soleil et qui ont des rides qui sont même crevassées, tellement ils ont... l'impression que la peau s'affaisse. Voilà, exactement. Donc attention également aux insolations, aux brûlures, aux risques pour les yeux. Hein, il faut se protéger les yeux. Et ce qui est intéressant, c'est que ces découvertes ont été faites aux environs du XXe siècle, mais nous avons une femme éclairée au XIXe siècle qui a elle-même aussi insisté sur les bienfaits du soleil. Cette dame s'appelle Ellen G. White, c'est une américaine, et elle a parlé en particulier de l'importance de l'exposition d'une maison par rapport au soleil. Donc, si vous avez des plans pour construire votre maison, il faut faire vraiment très attention de manière à ce que votre maison soit le plus ensoleillée possible. D'accord. C'est très, très intéressant. Alors maintenant, nous allons parler un peu de l'air pur. Et existe-t-il un endroit où il y a de l'air pur de nos jours? Alors ça, c'est une question très, très intéressante. Très intéressante parce que quand on parle de pollution, on se dit, mais est-ce qu'il existe un endroit dans le monde où il n'y a pas de pollution? Eh bien, je vous dis oui. D'accord. Il y en a un. Donc, Fanélie, si tu veux, prépare-toi. C'est où? Alors, je te dis où c'est. Au mois d'août 2020, des chercheurs se sont dit, après toutes sortes de calculs, il doit y avoir un air pur dans l'océan Antarctique, donc au pôle sud. Okay. Voilà, au pôle sud, dans l'océan austral. Et ils ont trouvé un air pur, sans aucun aérosol. Le problème, c'est... que c'est loin. C'est loin. Et il fait froid. L'accessibilité. Et puis, est-ce que toute la population de la Terre peut se déplacer dans l'océan Antarctique? Non, ça va être difficile. Ça va être difficile. Alors, ils ont proposé une autre alternative. Et l'autre alternative, ils ont remarqué également que dans les Alpes suisses, alors peut-être que dans les Alpes françaises c'est pareil parce qu'il n'y a pas une grande distance, mais ils ont parlé des Alpes suisses et en particulier d'un canton, le canton du Valais en Suisse, donc dans le sud de la Suisse, où il y a aussi un air très pur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on en est réduit à respirer quand on est à l'extérieur, et on va le voir même à l'intérieur, à respirer un air très pollué. Alors, ce qu'il y a d'intéressant quand même, quand on parle d'extérieur, je vais en parler rapidement, l'extérieur c'est dans la nature, c'est se mettre au vert, oui, comme tu as dit dans ton introduction. Le problème c'est que la plupart du temps nous nous mettons au vert de manière exceptionnelle. Ça veut dire qu'on est très souvent à l'intérieur. Et des statistiques montrent que nous passons sur les 24 heures de notre journée, nous passons 22 heures dans des locaux fermés et nous passons 16 heures chez nous, à notre domicile. D'accord. Donc ça veut dire que nous pouvons peut-être agir sur ce qui se passe chez nous, on va le voir, mais nous ne pourrons pas beaucoup agir sur tout ce qui se passe à l'extérieur parce que nous n'y avons pas accès. Non. Hein? Ce sont des choses qui nous dépassent. Donc voilà pourquoi je vous propose d'abord d'aborder ce sur quoi on ne peut pas agir. D'accord. Et donc l'extérieur, et on va s'empoisonner à petit feu. D'accord. Voilà. Okay. Alors, très rapidement, hein, vous verrez qu'il y a quand même des solutions qui sont peut-être un petit peu plus agréables. On va en parler après.
nous respirons un air qui est rempli de ce qu'on appelle des particules fines. Les particules fines, ce sont des petits, on les appelle également des aérosols. C'est un mélange de poussière et de petites gouttelettes en suspension dans l'air. Donc on ne les voit pas, hein, c'est vraiment très très petit. Et ces particules fines sont souvent liées à la combustion des moteurs. Donc quand on parle de combustion des moteurs, eh bien, on peut parler des voitures, des avions, des bus, des trains pour les pays où il y a des trains, mais on peut parler aussi des moteurs, des compresseurs de climatiseurs, climatiseurs de voitures, mais aussi compresseurs de climatiseurs des maisons. D'accord ? Il y a aussi les usines. Alors oui, il y a également les usines, mais ce qui est intéressant, c'est que les statistiques montrent que la plus grande quantité de pollution de l'air vient de la combustion des moteurs. Hein. Donc les usines vont sans doute déverser toutes sortes de produits toxiques, mais c'est la combustion des moteurs qui est quand même la plus importante. Okay. Alors, ça c'est les particules fines. Le deuxième élément également, ce sont les gaz, en particulier le dioxyde d'azote et le dioxyde de carbone. Et ça, c'est vraiment l'émission de nos pots d'échappement. Hein. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se transforment, ils interagissent avec le soleil. Donc le soleil a une action sur ces produits et qui les rend encore plus toxiques. Troisième gaz également, c'est l'ozone. L'ozone est un gaz très oxydant et qui va participer aussi à l'effet de serre. Hein. Le quatrième gaz, enfin c'est pas un gaz, hein, on les appelle des VOC en anglais, mais on va le dire COV en français, les composés organiques volatiles. Alors, que sont ces composés organiques volatiles ? Eh bien, on les trouve à l'intérieur des bâtiments. C'est toutes les pollutions qui sont faites de manière insidieuse et que l'on ne voit pas. On ne peut pas les mesurer. Donc, on ne sait pas exactement comment nos intérieurs, quelle est la qualité de l'air que nous respirons dans les intérieurs que nous fréquentons. Alors, ce sont souvent des intérieurs, des espaces clos, mal ventilés ou climatisés. Donc, ça veut dire que la climatisation est dangereuse au niveau de l'air que nous respirons. Nous sommes heureux quand nous rentrons dans notre voiture climatisée et on ne sait pas comment on peut s'en passer, mais c'est quelque chose qui est extrêmement toxique pour les habitants de la Terre entière. Donc ça, ce sont les véhicules climatisés. Et d'ailleurs, je lisais un article qui disait que l'intérieur de nos véhicules est plus pollué à cause de la climatisation et de tous les objets en plastique que vous avez à l'intérieur des voitures, que l'air qu'un cycliste respire à côté de nous, à l'extérieur. Ok, d'accord. Donc je ne sais pas si vous imaginez ce que nous respirons, nous ne nous en rendons pas compte. Donc c'est intéressant de le dire, pour qu'éventuellement, d'ailleurs on le dit, quand on rentre dans une voiture, il faut absolument, avant de commencer à mettre la clim, ouvrir les vitres, laisser l'air rentrer un petit moment, et puis ensuite, si on ne peut vraiment pas tenir sans clim, on remonte les vitres. Alors, ce sont également les peintures fabriquées à partir de la pétrochimie, les bois qui ont été traités, des fongicides, etc., les peintures également, des matériaux de construction, d'isolation, des revêtements de murs, des tapisseries, des colles, etc. Tout ça, on le respire dans la maison et ça a un effet à très long terme. Hein. C'est quelque chose qui diffuse dans la maison pendant très longtemps. Un autre élément également que nous respirons, et ça je l'ai entendu il y a 2 jours. J'écoutais une émission d'Isabelle Autissier, qui est la responsable du WWF, qui est le plus grand organisme environnemental du monde, et elle disait que nous respirons même des nanoparticules de plastique dans notre corps. Donc tout ceci rentre dans notre corps. D'accord. Voilà. Maintenant qu'on a vu sur quoi nous ne pouvons pas vraiment interagir, sur quoi nous n'avons aucun effet, j'aurais voulu que nous parlions maintenant de qu'est-ce que nous pouvons faire et donc du coup de l'air, de l'air à l'intérieur, si j'ai bien compris. Surtout quand on est chez nous, quand on est au bureau, bon, on ne peut pas faire grand-chose. Si on travaille à l'hôpital, si on travaille, on ne peut rien faire. Mais chez nous,
et on y passe quand même 16 heures sur 24, donc on peut quand même faire certaines choses. La première chose, et ça Fanélie, tu me l'as dit, c'est très important et je le répète, c'est la fumée du tabac. Quand on fume à la maison, c'est un véritable poison, non seulement pour nous, mais pour toutes les personnes qui sont là. Donc ça veut dire que si vous êtes fumeur, si vous êtes dans un environnement où il y a des fumeurs et que vous les voyez sortir leur paquet de cigarettes ou leur pipe, etc., vous devez leur demander avec beaucoup d'amabilité d'aller fumer dehors et loin de la maison. Donc ça, c'est très important. Et là, on peut agir là-dessus. Et je peux juste préciser que, oui, on a vu des études qui ont montré que au niveau de la Covid-19, les personnes qui sont entourées de fumeurs, les personnes qui sont fumeurs sont plus à risque oui, de développer cette maladie de forme grave. Voilà, avec des atteintes respiratoires. Voilà, c'est très impactant. Tout à fait. Voilà, donc vraiment la fumée du tabac à bannir totalement. Le deuxième élément, et ça nous concerne tous, et bon, je suis féministe et j'espère que les hommes font aussi le ménage, mais ça touche quand même les femmes. Ce sont surtout les femmes qui font le ménage et il faut faire attention aux produits d'entretien que nous utilisons. Et bannir, on va dire, tous les produits, et il y en a des quantités dans les supermarchés. Vous avez des rayons qui sont superposés de produits, mais qui sont très très mauvais, parce que issus de l'industrie pétrochimique. Donc il faut choisir des produits de nettoyage bio. Ça existe maintenant et je vous assure à des prix tout à fait abordables. C'est peut-être un petit peu plus cher, mais essayez de chercher des produits bio. Souvent c'est marqué vert, ma maison verte, etc. Respectez les doses. Quelquefois, on a l'impression que plus on en met, plus le sol sera propre. Et puis après, nous, on s'étouffe avec... Exactement, avec des espèces d'inhalation. Évitez les mélanges, des mélanges de produits, pareil, parce qu'on a l'impression que ça va être mieux, non. Et utilisez le plus de produits naturels possible. Alors, je veux parler du vinaigre. Le vinaigre blanc, maintenant, est un excellent détartrant. Et on a besoin de détartrer toutes sortes de choses dans la maison, que ce soit dans la cuisine, dans la salle de bain, sur les terrasses. Donc du vinaigre, du bicarbonate de soude également. Vous voyez sur Internet les différentes utilisations du bicarbonate de soude en matière de nettoyage. Utilisez aussi du savon de Marseille, tout simplement, pour faire sa vaisselle. On n'a pas besoin d'éléments, de produits vaisselle très sophistiqués. Ça dégraisse tout à fait. Attention également au choix des produits anti-moustiques et des produits anti-nuisibles. Voilà, et sous les tropiques, nous avons beaucoup de moustiques, mais nous avons aussi toutes sortes de nuisibles qui veulent rentrer dans la maison, surtout quand nous avons une maison plein pied. Eh bien, c'est facile pour eux de rentrer. Donc, attention, les spirales, par exemple, anti-moustiques, il ne faut absolument pas les utiliser à l'intérieur de la maison. Il faut que ça soit utilisé sur une terrasse, mais à l'extérieur. Sinon, on s'empoisonne. Et il est même quelquefois plus avantageux, et pour son porte-monnaie à long terme et pour la santé, de faire installer des grilles anti-moustiques dans nos chambres, dans certains endroits des pièces où on est régulièrement, de manière à ce que nous puissions être protégés sans avoir forcément à utiliser toutes sortes de sprays pour nous protéger des moustiques. Attention également aux plantes d'intérieur. Quelquefois, on croit que parce qu'on met des plantes d'intérieur, on dépollue la maison. Ça n'est pas forcément vrai. Il faut faire attention aux plantes d'intérieur et quelquefois l'interaction entre la plante et des produits polluants va générer d'autres gaz qui peuvent être nocifs. Donc les plantes d'intérieur, le moins possible et surtout pas dans la chambre où on dort. Ça c'est très important. Pas de plantes vertes, pas de fleurs dans la chambre où on dort. Une avant-dernière chose, le plastique, j'en parlais tout à l'heure, mais savez-vous non seulement qu'on les respire, mais on les ingère. On ingère des nanoparticules de plastique dans ce que nous mangeons, parce qu'il y en a dans l'air, et quand nous préparons à manger, eh bien, ces nanoparticules rentrent dans la nourriture, etc. Et Isabelle Autissier, dans la même émission, disait, et ça m'avait effrayé, qu'une statistique, des recherches ont été faites et nous ingérons 5 grammes de plastique, c'est-à-dire l'équivalent du plastique d'une carte de crédit
chaque semaine. Chaque semaine dans notre corps à cause des nanoparticules de plastique. Donc ça veut dire que nous-mêmes, nous devons faire des efforts pour ne pas utiliser de plastique, pour ne pas utiliser de produits d'emballage et acheter nos produits d'emballage bruts de manière brute dans des sachets papier que l'on peut réutiliser. Moi, j'utilise beaucoup mes anciens sachets papier. Je les mets à un endroit et dessus, j'y mets mes épluchures parce que je veux les mettre à un endroit où on peut facilement les enlever après. Donc, attention, on peut changer cela également. Acheter plus en vrac. Voilà, acheter plus en vrac plutôt que des produits qui sont déjà emballés d'avance avec toutes sortes de plastiques, de polystyrène, etc. La dernière chose très importante, c'est l'utilisation des désodorisants d'intérieur. C'est une mode. Il faut que dans sa maison, ça sente bon. Ça sent bon, mais oui. Ça sente bon. Donc, on met des sprays, dès qu'on a des invités, on met des sprays, etc. C'est très toxique, extrêmement toxique. Le marché des désodorisants est en pleine expansion, mais c'est très, très dangereux. On met également ces désodorisants dans la voiture, on en met dans nos toilettes, on en met dans la maison. Non. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, le développement des désodorisants est fondé sur une duperie. Quelle duperie? On croit que les mauvaises odeurs vont être éliminées par le spray. Mais elles ne sont pas éliminées par le spray. Elles sont toujours dans la maison. Mais elles sont rendues physiologiquement imperceptibles par notre odorat. Ça veut dire qu'on ne va plus les sentir. Pourquoi? Alors, quelles odeurs? Par exemple, les odeurs de cigarettes, par exemple, les odeurs de cuisine, par exemple, des odeurs de moisissure, par exemple, des odeurs d'animaux, etc. Pourquoi? Parce que les fabricants ont mis dans ces sprays un espèce de mélange huileux, un film huileux, qui va se déposer dans notre nez et qui va, en quelque sorte, paralyser nos cellules nerveuses, anesthésier nos cellules nerveuses pour qu'on ne sente pas. Mais les odeurs sont toujours là. Donc en fait, c'est nous qui sommes anesthésiés. C'est sur nous que le spray agit sur nous, mais pas sur les odeurs. Exactement. Et on sait combien sont importants les petits cils qui sont là. Tout à fait. Parce que justement, ces petits cils, de manière normale, ce sont des cils qui vont nous permettre de filtrer, protéger, voilà, de filtrer l'air que nous utilisons. Et que si, en plus, on met une espèce d'huile qui va les plaquer et les cils ne seront plus réactifs pour empêcher à de mauvaises particules de rentrer dans notre corps. Donc, il faut faire extrêmement attention à ces sprays. Et le magazine Que Choisir, que vous connaissez parce que c'est un magazine qui s'adresse aux consommateurs, dit « Il ne faut pas utiliser de désodorisant d'intérieur ». Alors, attention aussi. On peut dire, bon, alors on va mettre des bougies parfumées, on va mettre de l'encens. Attention, c'est le même problème. Les bougies parfumées sont aussi souvent parfumées avec des parfums de synthèse, donc c'est de la chimie, donc ça n'est pas bon pour la santé. Et puis surtout, la dernière chose concernant ces sprays, c'est que des études ont montré, en particulier dans l'American Journal of Respiratory and Critical Care, l'augmentation du risque d'être asthmatique à 50% quand les enfants sont habitués à vivre dans cet environnement où il y a des sprays et des désodorisants d'intérieur. Donc, aération, très important. Aération, on ouvre notre maison, qu'il fasse chaud, qu'il fasse frais. Il faut, on va peut-être l'ouvrir moins longtemps, mais il est important d'aérer une maison ouverte et non climatisée, on va dire le plus possible. Si on a vraiment besoin d'un climatiseur, c'est juste pour dormir, mais ne surtout pas climatiser entièrement une maison. Ok, donc maintenant que nous avons vu que nous sommes carrément pollués, comment pouvons-nous dépolluer notre corps ? Alors, il y a des moyens de dépolluer notre corps. Et c'est là peut-être qu'on va maintenant parler expliquer ton expression « aller au vert ». Est-ce que vous avez remarqué que chaque fois que vous allez au bord de la mer, que vous montez à la montagne, à la Soufrière ou ailleurs, que vous allez à la campagne, que vous allez en forêt, tout d'un coup vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien. Vous dites, ah, on est bien ici. Voilà. Donc,
cette idée de vert, cette idée de sensation de bien-être, elle est produite par ce qu'on appelle des ions négatifs. Alors, des ions négatifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ion négatif? On sait que la teneur électrique de l'air, et particulièrement la teneur des ions négatifs, permettent un meilleur bien-être et une meilleure santé. L'impact des ions négatifs, tous les éléments naturels ont une valeur électrique et nos cellules sont aussi sujettes à cela. Ça veut dire que les ions, les charges positives sont à l'extérieur de la cellule et les charges négatives sont à l'intérieur de la cellule. Et une des explications pour expliquer pourquoi tout d'un coup on se sent bien dans un environnement de forêt, de grand air, voilà, de grand air, avec du vent, eh bien c'est justement, on a pensé que l'impact des ions négatifs serait l'effet facilitateur de transport transmembranaire à travers la cellule, donc de l'extérieur de la cellule à l'intérieur de la cellule, et qu'à ce moment-là, ces ions négatifs permettraient de restaurer certaines fonctions perturbées à l'intérieur de la cellule. D'accord. Et maintenant, où est-ce qu'on les trouve alors, ces ions négatifs? Alors, les ions négatifs, je l'ai dit tout à l'heure, on les trouve à la montagne. On les trouve dans les forêts, dans les plantes, dans un endroit où vous avez beaucoup de plantes, dans des jardins tropicaux par exemple, au pied de chutes d'eau également. Hein, nous avons des chutes pas très loin d'ici. Hein, eh bien, ça fait également beaucoup de bien. Et c'est pas l'eau elle-même, c'est la chute. C'est ce qui va se passer dans l'air par la chute des gouttelettes d'eau. Oui, je cherche le mot scientifique, mais je ne le trouve pas. Des gouttelettes d'eau et ce qui va se dégager. D'accord. Donc c'est important, hein, la chute d'eau, et vous allez voir tout à l'heure, d'ailleurs je vais vous donner des chiffres, ça va vous faire sourire. Donc voilà, ces ions négatifs, donc on les trouve dans ces régions-là. Les ions négatifs vont donc permettre un bon équilibre ionique. Et justement, on s'est rendu compte que dans certains bureaux, on a fabriqué des ionisateurs. Ça veut dire que ce sont des machines qui vont fabriquer des ions négatifs pour que le personnel se sente plus à l'aise et une meilleure capacité de travail et de rendement pour cela, parce qu'ils sont environnés d'ions positifs, hein, quand il y a les photocopieuses, les écrans d'ordinateur, les télévisions, les réveils à cristaux liquides, les moquettes et les climatiseurs. Donc les chefs d'entreprise ont trouvé un moyen d'essayer de diminuer un petit peu la positivité de ces ions en mettant des ionisateurs. Mais le meilleur, c'est quand même la nature. Alors, je vais vous donner quelques chiffres pour vous montrer la puissance de ces ions négatifs. Quand vous êtes au pied d'une cascade, chute du Carbet. Voilà, chute du Carbet ou la cascade des écrevisses, hein, au niveau des deux mamelles, eh bien, vous avez 50 millions négatifs par centimètre cube qui se dégagent de la présence de la cascade. Vous avez également la montagne. Quand vous êtes à la montagne, vous avez entre 8000 et 12 000 ions négatifs par centimètre cube. En bord de mer, vous avez également 4000 ions par centimètre cube. Vous avez également à la campagne entre 500 et 1200 ions négatifs. Et d'ailleurs, cette même personne dont je vous parlais tout à l'heure, Ellen G. White, dit qu'il est très important de construire à la campagne. Justement, elle ne connaissait sans doute pas les ions négatifs, ni ses propriétés, mais elle sentait ce que ça faisait sur son corps et sur le corps des gens qui étaient autour d'elle. Et voilà pourquoi elle donne ce conseil de construire une maison à la campagne, avec des arbres, avec des fleurs tout autour. Donc ça, c'est très important. Le soleil également est source d'ions négatifs. Et même les fontaines, hein, quand on est à côté d'une fontaine, et même la douche. Vous savez, je ne sais pas si dans vos familles, il y a souvent dans les familles, il y a un membre de la famille qui reste longtemps sous la douche. Et on se dit, oh là là, ma facture d'eau va augmenter. Mais pourquoi il reste sous la douche ?
C'est parce que justement, il y a des ions négatifs qui sortent avec justement cette eau qui frappe le corps et il va en ressortir une sensation de bien-être. Ok, d'accord. Voilà. Et puis il y a aussi, on va le dire, en parler un petit peu plus, La forêt. la forêt. La forêt. Justement, donc j'ai entendu parler des bains de forêt. Mais de quoi s'agit-il exactement? Alors, les bains de forêt, c'est une technique, on va dire une stratégie qui est relativement récente, puisqu'elle a été découverte par un médecin immunologiste japonais qui s'appelle le docteur King Lee, L-I, aux environs des années 2004. Et il lui-même avait fait l'expérience alors qu'il était étudiant et qu'il écrivait sa thèse. Il allait se mettre dans un endroit, dans une forêt, et il sentait que chaque fois qu'il était dans la forêt, il se sentait beaucoup mieux pour écrire. Et alors il s'est dit, mais il faut que je sache pourquoi. Quel mécanisme se passe pour que je me sente si bien et que ça soit plus facile pour moi d'écrire. Alors, ce médecin a fait des recherches et il a trouvé que cette technique, bain de forêt ou sylvothérapie, du nom latin sylva qui veut dire la forêt, eh bien, permettait de grands avantages. Il a pris un groupe de personnes et ils sont allés dans la forêt 3 jours et 2 nuits. Donc 3 jours, 2 nuits entièrement dans la forêt. Et ils ont senti qu'il y avait de grands avantages sur le stress et donc sur le système immunitaire. Alors, le docteur Lee va donner des précisions. Ces bains de forêt font chuter le taux de cortisol, c'est-à-dire l'hormone du stress, et la tension artérielle, et ainsi que la zone du cerveau qui correspond aux ruminations. Vous savez, quelquefois, on a des pensées négatives qui sont dans notre cerveau et eh bien, ces bains de forêt vont désactiver cette zone et donc notre taux de stress va diminuer et la diminution également de l'anxiété. Mais il a vu aussi que les bains de forêt ont un impact sur le renforcement du système immunitaire. Il a constaté en effet que l'activité des cellules tueuses, les lymphocytes tueurs, les natural killers, augmentait, donc l'activité augmentait, mais que le nombre même de cellules doublait quand on était en forêt suffisamment longtemps. Il a montré également la présence de certaines protéines anti-cancer qui étaient renforcées quand on se trouvait en forêt suffisamment longtemps. C'est pas traversé. C'est pas juste une promenade. C'est pas juste une petite promenade. Alors, mais pourquoi alors? Pourquoi les bains de forêt font ça? Comment elles font ça? Alors, il donne une hypothèse qui apparemment est vérifiée parce qu'on voit les mêmes bienfaits également quand on utilise des remèdes d'aromathérapie. Il y a en particulier 2 éléments très importants dans ces bains de forêt. Ce sont les phytoncides, qui sont des arômes qui viennent de certains arbres à feuilles, certaines feuilles. Et puis également la présence d'alpha-pinène, une arôme qui a une action aussi très importante. Alors si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur Internet, vous en aurez plus, mais ces bains de forêt sont à rapprocher de certains remèdes d'aromathérapie. D'accord. Voilà. Donc là, ce sont en quelque sorte les deux grands axes. C'est l'importance du soleil et l'air pur. Voilà, l'importance de la qualité de l'air. Okay. Qu'en est-il de l'eau? Alors, en ce qui concerne l'eau, ça c'est un autre problème. On va en parler rapidement. Vous savez que l'eau que nous buvons, l'eau que nous prenons du robinet n'est pas une eau qui est bonne. Elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que toutes les villes n'ont pas de station d'épuration. Nous avons entendu récemment un scandale dans une des communes de la Guadeloupe où la station d'épuration était en panne depuis des années et rien n'était fait. Et les habitants buvaient l'eau du robinet. Nous savons également du point de vue statistique que 80% des grandes métropoles du monde entier n'ont pas de station d'épuration. Donc ça veut dire que toutes les eaux usées provenant
des grandes villes. Retourne à la nature. Voilà, retourne à la nature, c'est-à-dire où? Eh bien, dans les fleuves, dans les cours d'eau, dans les sols et dans la mer. Et Isabelle Autissier, dont je parlais tout à l'heure, dans cette fameuse émission que j'écoutais il y a 2 jours, disait que justement, on ne pouvait plus rien faire au niveau de la mer. Il y a un continent de plastique au milieu de la mer, et à un moment donné, on s'est dit, bon, on va pouvoir peut-être y arriver, et maintenant, WWF a baissé les bras, on ne peut absolument rien faire. Donc, voilà pourquoi il faut faire attention à l'eau qu'on boit. Alors on va dire, mais qu'est-ce qu'on va boire? Alors beaucoup de gens se rabattent sur des filtres à charbon actif. C'est une bonne solution. Le charbon actif va retenir la plupart des grosses impuretés. Il y a des gens qui se disent, ah non, moi je serai plus tranquille si je bois de l'eau en bouteille. Le problème de l'eau en bouteille, l'eau est peut-être très bonne, mais elle a séjourné dans la bouteille. Oui. Et on ne sait pas combien de temps elle a séjourné. Et on sait qu'il y a des parabènes dans les bouteilles. Donc c'est pareil, on va se réempoisonner par le parabène. Et puis surtout, on est en train de fabriquer à nouveau du plastique. Donc on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Alors, il existe, moi j'en ai fait de la découverte il n'y a pas longtemps, il existe un charbon de bois que l'on trouve, c'est un charbon de bois spécial, japonais, du charbon actif, qui s'appelle du bain-chotan. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, Fanelli. Ben, tu regarderas sur Internet. On peut le trouver en Guadeloupe. On peut le trouver en Guadeloupe. Bain-chotan. Bain-chotan. B-I-N-C-H-O-T-A-N. C'est un petit bâton de charbon de bois que vous mettez dans votre bouteille d'eau. Avant, vous devez le faire bouillir 30 minutes. Et puis, vous mettez dans votre bouteille d'eau. Et 2 heures après, votre eau, vous buvez votre eau. Vous avez l'impression que vous buvez de l'eau de source. Moi, j'ai été bluffée par ça et j'en ai fait l'essai. Et à la maison, nous avons un filtre sur le robinet et nous avons en plus le bain-chotan dans la bouteille d'eau déjà filtrée pour s'assurer que nous buvons une eau la moins polluée possible. Donc, en matière d'eau, on est vraiment en difficulté. En plus, en Guadeloupe, vous connaissez les problèmes de l'eau. Tout à fait. Donc, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Oui, non. Quelques mots maintenant sur le sol ? Alors, la qualité des sols, bon, vous connaissez, l'agroalimentaire demande beaucoup de production, donc on va arroser les sols de pesticides, de toutes sortes de produits chimiques qui vont devenir des perturbateurs endocriniens. Ensuite, quand nous allons utiliser ces produits venant de ces terres traitées avec ces produits, donc il faut vraiment, là encore, et c'était une gageure, je le reconnais, essayer de trouver des produits bio. Et l'idéal, et Ellen G. White disait la même chose dans son livre, le livre est là, je l'ai apporté, Le foyer chrétien. Il est important, si vous avez une maison à la campagne, d'avoir un petit jardin où vous faites vous-même vos cultures et vous savez ce que vous mettez dedans. Les mairies de la Guadeloupe ont fait beaucoup d'efforts. Maintenant, ils ont donné du compost. Ils ont donné des composteurs pour que vous puissiez faire votre compost. Donc, nous avons des outils en main. Il nous faut la terre. Pour ceux qui ont l'avantage d'avoir de la terre, eh bien, là encore, protégeons-nous. Pour fortifier notre système immunitaire, protégeons-nous en cultivant bio dans notre jardin. Voilà pour moi les quelques pistes autour de ces 4 éléments importants du cadre de vie pour construire un système immunitaire solide qui va nous aider à lutter contre tous les virus. Pour l'instant, c'est le Covid-19, mais il y en aura sans doute encore d'autres. Merci beaucoup. Waouh! Que vous dire d'autre si ce n'est que waouh! 4 éléments. L'Éternel est merveilleux. Il nous a donné le soleil, il nous a donné l'air pur. Nous avons vu les bienfaits de ces 2 éléments principaux. Je vous invite à entrer avec moi dans le sanctuaire, le C de cadre de vie. Alors, venez et entrons dans le sanctuaire.